beaucoup parlé de la Grande-Bretagne en septembre dernier avec le référendum écossais, bien sûr, mais le pays revient au devant de la scène avec les élections qui approchent le 7 mai prochain. Alors, c'est évidemment le gouvernement conservateur de David Cameron qui est en coalition avec les libéraux-démocrates de Nick Clegg qui bataillent pour sa réélection. Mais le paysage politique britannique se complexifie avec d'autres partis qui émergent. Alors, pour démêler tout ça, j'ai avec moi aujourd'hui Denis Saint-Martin, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, et Frédéric Mérand, directeur du Cerium. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Denis Saint-Martin, on connaît bien les conservateurs et les travaillistes, les deux grands partis britanniques, mais on connaît aussi les libéraux-démocrates depuis la dernière élection, mais quand même pas beaucoup. Mais qui sont les autres partis qui émergent en ce moment? Oui, on voit en ce moment, il y a une situation de multipartisme qui se profile, de ces nouveaux partis qui prennent de plus en plus de place. Les nationalistes écossais sont les plus importants. Parce qu'ils sont représentés à Westminster. Oui, c'est ça. Et qu'ils auront, vraisemblablement, on leur prête, toutes les intentions de vote leur prêtent jusqu'à une 50aine de sièges, donc ils pourraient être un partenaire incontournable. Et ceci vient donc leur permet de jouer un rôle de disruption dans les institutions parlementaires britanniques parce qu'on n'est pas habitué à faire ce genre de calcul-là avec de multiples acteurs. Donc, et déjà, les Tories ont commencé à stigmatiser l'opinion publique en disant quiconque s'associe pour gouverner avec les nationalistes n'est pas tout à fait un bon sujet de Sa Majesté. Parce qu'il est clair que les Tories ne vont pas faire d'alliance avec, clairement, c'est avec les travaillistes. Annoncé, tout à fait. Oui. Et ce qui est intéressant, pour faire un lien avec la science politique, c'est que on voit que la situation des nationalistes écossais est semblable à celle des nationalistes québécois au lendemain de la défaite référendaire. Oui, ils ont dit non à l'indépendance, comme les Écossais, mais ils sont allés en politique parlementaire fédérale et ils ont bloqué les institutions. Ils ont empêché les gouvernements d'être aussi majoritaires qu'ils l'étaient. Donc, on voit que les mêmes institutions produisent les mêmes effets dans les deux endroits, même si c'est des sociétés très différentes au niveau historique, social et culturel. Intéressant. Frédéric, c'est ça, parce que malgré la défaite du oui au référendum écossais, le SNP a monté, a gagné en popularité, et il y a d'autres partis également, là. Un autre parti qui prône l'indépendance, mais pas la même. Oui, mais les nationalistes écossais, c'est important de le préciser, vont faire beaucoup de tort aux travaillistes, parce qu'ils sont en Écosse, qui est une terre travailliste. Ils pourraient enlever de 30 à 40 sièges au Parti travailliste et donc les empêcher de prendre le pouvoir. L'autre parti qui monte énormément, c'est le UKIP, le UK Independence Party, qui est pour l'indépendance de l'Angleterre, mais face à l'Union européenne. C'est un parti essentiellement anti-européen, un tout petit peu xénophobe. Et en fait, dans les sondages, à l'échelle britannique, ils ont beaucoup plus de soutien que les nationalistes écossais, mais comme ils sont distribués sur l'ensemble du territoire anglais, ils n'auront pas beaucoup de sièges. Cela dit, eux font du tort aux conservateurs, parce qu'ils viennent piquer des votes aux conservateurs dans les terres conservatrices traditionnelles. Et ça, dans certains cas, ça pourrait aider les travaillistes au sud de l'Écosse. Le troisième parti qu'il ne faut quand même pas complètement négliger, c'est celui que vous avez mentionné, les libéraux-démocrates, qui sont actuellement en coalition avec les conservateurs, mais qui sont traditionnellement un parti plus proche des travaillistes que des conservateurs. Et eux, là, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont avoir plutôt une dizaine de sièges ou une cinquantaine de sièges. Plus ils ont de sièges, plus c'est mauvais pour les travaillistes, moins ils ont de sièges, mieux c'est pour les travaillistes. Là, il y a toute une arithmétique qu'il faut faire sur les alliances potentielles et donc ça devient très, très, très difficile de prédire l'issue des élections. Tout à fait, parce que les institutions du parlementarisme majoritaire britannique nous aident à prévoir toujours des majorités stables, divisées en deux grands partis. Ça, c'est le modèle traditionnel, sauf qu'on voit ce modèle-là qui est inventé au 18-19e siècle. Maintenant, il ne subit pas le test de la réalité sociale du 21e siècle. Les sociétés rejettent ça et ça produit des gouvernements de coalition et le parlementarisme britannique n'est pas fait pour gouverner en coalition. Ça crée des incertitudes. On ne sait pas comment faire. Les constitutionnalistes là-bas appellent ça des hung parliaments, justement pour montrer que ce sont des parlements suspendus qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'équilibre politique qui se dessine. Et on voit que ces institutions-là, comme au Canada, où on a connu aussi presque 10 ans de gouvernement
minoritaire à Ottawa, donc d'instabilité. Ils sont devenus dysfonctionnels au 21e siècle. Ils ne correspondent pas à ce que l'électorat voudrait avoir. L'électorat se voit confronté avec deux partis qui présentent la réalité en noir et en blanc, alors qu'on voudrait avoir plus d'offres politiques que ça, et c'est pour ça qu'il y a de multiples partis, mais ça rend ces institutions-là sous-performantes. Là, la situation économique est très bonne en Grande-Bretagne, du moins si on la compare aux autres membres du G7 ou à l'Europe, par exemple. Mais là, les questions qu'on a évoquées, justement, c'était très politique. Les tiers partis font leur pain et leur beurre sur des questions politiques. Mais est-ce que la campagne au complet se fait sur des questions politiques ou économiques? C'est très difficile à dire. Bon, d'abord, il faut préciser que la campagne n'a pas encore commencé. Les campagnes britanniques sont courtes, donc elle n'a pas commencé. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les sondages nous disent que les deux grands partis, travaillistes et conservateurs, sont nez à nez. Et donc, la probabilité d'un gouvernement minoritaire est très élevée avec des coalitions. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Quels seront les principaux enjeux de la campagne? Les conservateurs ont présenté un budget cette semaine et évidemment, il va faire toute la campagne sur un budget un peu à la conservatrice canadienne, d'ailleurs, diminution des impôts. Ils continuent l'austérité, mais en donnant quelques cadeaux fiscaux. Donc c'est là-dessus qu'ils vont mettre l'accent. Les travaillistes, eux, mettent l'accent sur l'insatisfaction d'une partie de la population face à 4 à 5 années justement de coupures budgétaires extrêmement importantes. Jusqu'à maintenant, ça avait beaucoup servi aux travaillistes, mais c'est vrai que l'embellie économique de la Grande-Bretagne depuis quelques mois les met dans une situation extrêmement périlleuse. Donc, ce qui semblait impossible il y a un an, à savoir une victoire des conservateurs comme peut-être au moins un gouvernement minoritaire, est désormais possible. La question politique, elle, par exemple, est-ce que la Grande-Bretagne devrait continuer à faire partie de l'Union européenne? Cameron avait parlé d'un référendum en 2017, soit s'il a la majorité, soit s'il gouverne avec le UKIP. Il y a un référendum. Ben ça, c'est une question qui est plutôt mise de l'avant par le UKIP, donc nationalistes de droite, et par les Écossais nationalistes de leur Et l'autre question politique qui prédomine au sens partisan du terme et calculateur, c'est aussi toute la politique de méfiance de l'opinion publique à l'endroit de ces élites politiques parlementaires traditionnelles. On l'a vu récemment avec le scandale impliquant deux leaders du Parti conservateur et travailliste à la Chambre des Lords vendre leurs services pour une entreprise fictive chinoise pour avoir accès au marché britannique. Et donc, ça a été filmé à leur insu par des journalistes et ils se sont fait prendre. Et là, ça crée évidemment, tout un déclin dans l'opinion publique qui est semblable en 2009. Rappelez-vous, en 2009, le scandale des public expenses, des comptes parlementaires qu'ils ont à leur discrétion. Comment c'est ça qui est venu faire un tremblement de terre à Westminster et redessiner la carte politique. C'est ça qui a créé un gouvernement minoritaire quand même. Parce que ça joue beaucoup. On dit les élites politiques traditionnelles ont traité leur bureau parlementaire comme leur propriété personnelle. Ça s'appelle un privilège en théorie parlementaire. Et donc, ce sont des privilèges qui vont dans une époque médiévale en quelque sorte. Et ça tient un peu le coup. Et avec la presse jaune là-bas, on excite ces sentiments, et ça sert mal toutes les parties. Ça crée le populisme qui explique, entre autres, la force du UKIP. Bien, pour terminer, j'ai envie de poser une question sur la politique étrangère, sur la place de la Grande-Bretagne dans le monde, parce qu'il y a des critiques au sein même du parti gouvernemental et d'autres observateurs qui trouvent que la Grande-Bretagne ne joue plus le rôle international important qu'elle a souvent joué. Est-ce que c'est le cas, Frédéric? En partie. Il y a deux choses. D'une part, la politique d'austérité a aussi touché les affaires étrangères et la défense de manière assez significative. Donc, les Britanniques n'ont pas nécessairement les moyens qu'ils avaient il y a 10 ans pour intervenir. Mais il y a aussi une chose qui est plus rarement mentionnée, c'est que les Britanniques se sont complètement retirés du jeu européen. Donc, si vous pensez au dossier ukrainien, mais évidemment, c'est l'Allemagne, c'est la France, mais les Britanniques sont complètement exclus. Et donc, ça explique en partie leur faiblesse. Et le rôle de la cité financière, où les oligarques auraient peut-être des intérêts. Possiblement, oui. Denis Saint-Martin, Frédéric Mérand, merci beaucoup. Merci. Merci.